Parfait. Une fois de plus, Une tu fois vas de au bol, plus. mais à chaque fois, il tombe parfaitement. Du coup, tu veux regarder laquelle maintenant? Mais choisissez-vous, genre. Moi, La j'avais bien chronique aimé... sur où on va partir il aime sur la les violence. racistes. Raciste. Ah non, écoterrorisme, c'est. Écoterrorisme, c'est on va partir sur la violence. Ok. On va partir sur la violence directement. Alors, moi, je sors. Hein. Moi, je Toi, pars. tu pars. Écolo, mais pas trop, avec Marie-Jane. Parce que du coup, depuis peu, Oui. tu as commencé sur les réseaux sociaux donc pendant le Covid. Et depuis peu, tu fais des chroniques sur Radio Lac, qui est une radio genevoise. Je ne Oui. sais pas, ouais. Et depuis combien de temps et à quel rythme? C'est la 7e aujourd'hui, donc ça doit faire plus d'un mois parce qu'il y a eu les vacances de Pâques. En fait, j'avais vraiment envie de me faire à l'exercice de la chronique parce que c'est du live. La vidéo, j'adore ça parce que ça donne un univers créatif qui est incroyable avec les montages, les coupes, les effets. Tu peux faire des choses extraordinaires. Mais en fait, le live, c'est du direct. Tu peux pas refaire tes prises. C'est très brut comme ça. T'as aussi de l'interaction. Tu travailles ta réactivité. C'est ça qui m'intéressait. Accessoirement, de pouvoir un peu porter mes messages dans peut-être d'autres cercles et d'autres générations, parce que Instagram, on va dire que c'est une tranche, 18-35. Radio Lac, je pense qu'on est un petit peu au-dessus. Et ce qui est assez marrant, c'est que je tacle vachement, notamment sur, je sais pas, les automobilistes et tout ça, et sans me rendre compte qu'en fait, ceux qui écoutent la radio, ils sont souvent dans leur voiture au moment où je fais ma chronique. Donc je pense qu'ils m'aiment pas trop, mais genre, ça me fait marrer. Mais t'as genre les audiences que... Genre... Est-ce que tu vois que tous les droitards de 50 ans, ils quittent la radio quand tu as fait ta chronique? Non, moi je vois rien. Elle a parfois 2-3 commentaires en live qu'elle me lit, mais autant vous dire que vous avez plus de commentaires que Radio Lac, hein, si jamais, sur vos live Twitch. Mais du coup, parce qu'en direct, elle reçoit des commentaires de gens qui écrivent, mais du coup, qui sont pas au volant. Sinon, ils sont tous sur la loi. Bah ça, le ça, secret suisse, secret ça, bancaire, ça, on peut pas savoir. Hein. Les remarques. Ça ne nous concerne pas. Allez, petite chronique de Marie-Jane. Est-ce que Radio Lac te laisserait faire un concept à la Guillaume Meurice, par exemple? Hyper intéressant. Bah, en fait, finalement, ce qui fait Guillaume Meurice, c'est qu'il fait des micro-trottoirs qu'il va passer pendant. J'adorerais. Et à voir, mais j'aimerais beaucoup parce qu'en fait je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que le brut et l'authentique pour surfer dessus, parce que là moi je surfe sur ce que je veux, mais lui il part de vraies personnes qu'il a interrogées, c'est génial et j'adorerais. Mais Guillaume Meurice, c'est beaucoup plus que juste le micro-trottoir, parce qu'il les monte ensuite aussi de manière à ce que ça raconte une histoire et qu'il puisse bien placer ses blagues. Enfin, donc c'est pas juste tu balances le micro-trottoir. Guillaume Meurice qui est un humoriste et chroniqueur sur France Inter en France. Allez voir ce qu'il fait. Officiellement, il a failli être viré. Gauche, qui vient de se prendre une immense shitstorm par rapport à une blague sur le prépuce de Netanyahou, qu'on peut trouver drôle ou pas. T'as pas suivi ça? Mais bien sûr. Ah, bien ok. sûr. Et il a vraiment failli perdre son job, et ça reste quand même un petit gaucho bourgeois, mais qui... bourgeois, t'es sûr? C'est un peu dur, pas du tout, il vient de la campagne. Il est pas du tout bourgeois, il est pas bourgeois. Et quand t'es chroniqueur à France Inter, je sais pas si tu fais partie de la bourgeoisie. Et puis quand tu dis sur Blast du coup que tu n'as jamais eu peur de perdre ton travail parce que les aléas de la vie te mènent toujours au meilleur endroit. Ça peut être qu'il est juste con. Ou riche. Parce qu'en aussi, fait, c'est possible, si c'est tu as possible. un petit capital, tu ne dis pas que tu as... Excuse-moi, il y a 1 minute, il y a 1 heure, tu m'as dit, moi j'ai pas peur de faire mon travail. J'ai dit ça? Non, il a dit ça. Ok, il a dit ça. Si on en revient à ça, je préfère perdre mon travail. Ah oui, c'est vrai, pas c'est dans vrai, le sens c'est où vrai. j'ai pas Non, peur, mais mais attends. dans le sens je suis prêt à ça. Ah mais ouais, mais par contre moi j'admets, et si jamais une fois je suis invité sur Blast parce qu'il y a le Selling Gate, je vais dire que je me chie dessus constamment. Ah ok, mais d'accord. bien sûr, non, La je te diff, elle est là. disais Ouais. si un jour je suis amené à faire un choix, c'est ça que je choisis. Mais bien sûr que, attends, nous on est tout le temps comme ça, surtout la petite shitstorm qui nous est arrivée, jamais en tout cas sur le live on a dit qu'on l'a vécu comme ça. on avait le trou de cul. Là, un peu Et ce du coup, truc, il a quand même genre, pris une tout va posture en bien, mode genre, moi, je j'ai m'en jamais peur. fous. Ouais, j'avoue. Il y a Usul qui quoi? C'est Qui a fait une vidéo sur France Inter récemment. Oui, Rhinocéros. Très bonne vidéo en soi. Après, quand je disais bourgeois, je parle pas du fait que ce soit un grand capitaliste et que c'est la première personne qu'il faut détruire pour que le monde se porte mieux. C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est juste que on peut lui faire le reproche d'être un peu ce qu'on appelle bobo gaucho. Ou privilégié.
mais en plus privilégié, comme tu as dit. Oui, en vrai, oui, non, oui. Il habite à Paris, il n'a pas de problème d'argent. Mais tu peux habiter à Paris et avoir des problèmes d'argent. Lui, pas. Comment tu sais? Il n'a pas de soucis. Comment tu sais? Source. T'as vu ses fiches d'impôts? J'ai vu ses interviews sur Blast. Quand tu dis que tu n'as pas peur pour ton lendemain, c'est que tu es dans une certaine mais ça peut être parce que tu as l'habitude de vivre parmi les gens du voyage comme Kenji Girac et que du coup tu peux gagner beaucoup d'argent mais ne pas avoir peur parce que tu sais que... Non, effectivement, ça peut vouloir dire que tu es tellement un prolo, que tu es tellement dans la merde que de toute façon ta survie c'est tout le temps comme ça et que voilà, effectivement, je pense pas qu'il soit vraiment bien payé à France Inter à mon avis. Ouais, c'est juste ça en fait ce que je voulais dire. Attends, moi ce que je te dis c'est qu'avec un tel nom, demain il trouve un autre truc qui le fait. Attends, excuse-moi parce que là on s'engueule, tu peux un peu te retirer, merci. Il va plus travailler au Non, je te laisserai pas dire ça. Il va plus travailler au McDo. Ça n'est pas possible de dire ça. Viens. C'est un prolétaire. Guillaume Meurice, un prolétaire, non mais ça va ou bien? Mais c'est quoi du coup autrement? Mais c'est un travailleur aisé, c'est pas un prolétaire. Mais travailleur aisé, il y a quoi au début de ta phrase? Et il y a quoi à la fin de ma phrase? Ce qui est important, ça n'est pas le aisé ou pauvre. Ce qui est important, c'est travailleur. C'est ce que Marx disait. Il n'y a que deux classes sociales qui comptent. Pas qui existent, mais qui comptent. C'est prolétaire ou bourgeois. Enfin bref. Du coup, dans Mitrashi. Alors, du coup, c'est un... J'aime le couscous. On se regarde ce chronique. Ouais. Sanders, bonjour Marie-Jane. Bonjour Sophie. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui s'il vous plaît? Bah vous êtes pas au courant? Non, au courant de quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ah bon bah navré d'être l'oiseau de mauvais augure, mais ils ont encore frappé. Mais qui ça? Mais ces dangereux individus inhumains qui plantent des arbres illégalement, jouent au tennis dans des banques, détruisent le bitume à coups de marteau-piqueur et tapissent des Audi avec de la poudre orange. Vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui nous allons parler des éco-terroristes. C'est hier à Lucerne. Vous avez kiffé la photo. Rien que la photo. Mais j'ai tapé ça sur Google, hein. J'ai tapé éco-terroriste, c'est ça qui est sorti, hein. Je tiens à le dire. T'as vu le com? Si tu as besoin d'aide. Tu peux cligner des yeux si tu veux. On ne saura jamais si elle l'a fait. Bah si, on va regarder la rue. Si. Bon bah du coup, apparemment... J'aime bien ce fan à glace, il a l'air en chaleur. Moi je soupçonne. Mais calme-toi, c'est lui. J'adore cette photo, genre des éco-terroristes. Pour moi, c'est vraiment comme ça que les bourgeois, enfin que la droite se représente les écolos. T'as le droit de réagir. Non, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que sur la photo, ils se font un câlin et ils sont en plein amour. Et c'est là que je trouve que la controverse, c'est genre à son summum, quoi. Et c'est ce que je dis plus tard dans la chronique, mais je vais pas spoiler, tu vois. Genre vraiment, elle me demande, mais ils revendiquent quoi? Et genre, vas-y. J'y vais. Qu'ils ont encore traumatisé la population suisse avec une action choc qui s'est tenue au musée des transports. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Racontez-nous. Accrochez-vous bien. Oui. Ils ont interrompu l'autothéâtre en montant sur scène et en recouvrant une voiture avec une banderole. Ouais. Oula, c'est chaud. Hein. Je sais pas vous, Sophie, hein, mais moi je vis maintenant avec cette question constante. À quand le prochain attentat? Que feront-ils ensuite? Où vont-ils frapper? Va-t-on se retrouver bloqué sur le pont du Mont Blanc par un mur de poubelles compost géantes? Quel monument historique suisse va se retrouver souillé par du potage aux fenouilles de saison? Vraiment, c'est un sentiment d'insécurité constant. Vous n'exagérez pas un petit peu, Marie-Jane, là, quand même? Ah non, pas du tout. Et c'est bien la preuve. La justice suisse condamne, emprisonne à juste titre ces violents radicaux, l'un d'entre eux pas plus tard qu'en décembre 2023. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il va... Vous savez cette histoire? Je crois qu'on avait regardé un reportage. Nicoco. Mais ouais, c'est le vaudois là. Ouais. Le Parlement vaudois a été aspergé pour sa libération, sachant que c'était un jour avant qu'il se fasse libérer. Mais ouais, non, mais ça c'est une dinguerie. Fantastique. Ouais. C'est une dinguerie, tu vois. Mais je te laisse parler. J'allais partir là, dans un tunnel. Ce que je trouve dingue là-dedans, alors on va juste remettre l'église au milieu du village. Il a été en prison parce qu'il a refusé toutes les autres alternatives qu'on lui a proposées. Il aurait pu payer une amende, il aurait pu faire des travaux de service public. Il a fait exprès de refuser. Il voulait, entre guillemets, aller en prison pour marquer quelque chose historiquement. Mais en fait, ce que je trouve fou, c'est que dans son action, il n'a pas commis l'action de désobéissance civile, il l'a filmée. Donc lui-même n'a pas participé et il a fait 2 mois de prison.
Mais en fait, on emprisonne quelqu'un pour avoir filmé une action de désobéissance civile, l'action en question qui est de coller des affiches sur un pont. Non mais genre... Excusez-moi, j'ai juste une question. Est-ce que maintenant on peut parler de violence, s'il vous plaît? Mais c'est ça que je trouve fou, et il l'a exprès fait pour montrer à quel point la justice suisse est prête à aller loin, dans le sens tu emprisonnes quelqu'un pour avoir filmé, collé des affiches des autres gens. Enfin, genre, c'est de la folie. Est-ce que ça a créé tout un remue-ménage en Suisse romande, au moins, voire en Suisse entière? Non. Il y a eu des articles sur lui. Dans les commentaires de ces articles, tu lis des « ces écolos, heureusement que... » Les gens, en fait, ne conçoivent pas, c'est fascinant. En Suisse, les gens sont tellement déconnectés de tout ce genre de choses qu'ils ne conçoivent pas déjà la violence qu'il y a derrière, le questionnement que tu peux avoir par rapport aux décisions de justice qui est chaud. Et ensuite, par rapport à ça, le questionnement qu'on devrait tous avoir, et quand je dis tous, ça ne veut pas dire juste uniquement les écolos ou quoi, mais même des grandes personnes éminentes de droit sur la violence de notre système, en fait. On t'emprisonne parce que tu as filmé une action de désobéissance civile qui ne fait aucun dégât matériel et aucun dégât sur des personnes. Parce Comment que là, c'est possible? nous trois, on peut sortir, vous pouvez coller un autocollant Etéico sur le pont qu'il y a là dehors. On n'a jamais fait ce genre de dégradation. Non, je dis juste, si on le faisait, et moi je le filme, mais il se passerait rien en fait, parce qu'on ne revendique pas ça comme une action. Donc en fait, ce n'est pas l'acte en soi, c'est la revendication derrière. Et c'est là que tu vois que c'est une attaque par rapport à la revendication, parce qu'ils ont peur en fait de la signification de sa revendication et pas l'acte en soi. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment tu as peur en fait du système judiciaire. Mais du coup, je lis juste une question et puis ensuite je vous laisse parce que j'ai pas envie d'être mêlé à la réponse. Mais se marrer de ce genre de criminels qui collent des affiches, c'est marrant. Mais vraie question, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font péter des banques privées à coups d'engrais? Allez, ciao! Non, c'est toi qui réponds. Moi, je dois répondre. Salut. Bienvenue sur le live de Zombie Trashy. Ici, on y parle de couscous. Alors, quand tu dis se marrer de ce genre de criminel, donc déjà, je précise que c'est une chronique satirique, c'est-à-dire qu'en aucun cas, je ridiculise l'action, parce qu'au contraire, je la soutiens complètement. Alors, c'est là qu'on arrive, c'est une discussion qu'on avait juste avant, péter des banques privées, alors ça dépend dans quelle mesure, mais dans le sens, pour moi, tant qu'il n'y a pas de la violence à autrui, donc on ne met pas la vie de gens en danger, etc., la désobéissance civile, peut avoir une valeur pour se faire entendre, parce que malheureusement, on en arrive dans des circonstances où on a besoin d'avoir recours à ça pour se faire entendre, parce qu'on dit ouais, les éco-terroristes ils font des trucs machin nanana, mais en passant, on est bien d'accord que sans ces actions, je veux dire, on n'a jamais autant parlé des causes écologiques que quand ils font des actions. Donc en fait, ça fonctionne. Le but, ce n'est pas de sensibiliser les automobilistes qui sont bloqués sur la route, c'est d'en parler, et les médias le couvrent, et du coup on en parle. C'est ça en fait le vrai but global, selon moi. Et péter des banques, c'est peut-être un petit peu extrême, mais en tout cas faire des actions disruptives qui vont déranger un petit peu le quotidien des gens et qui du coup vont mener ces débats dans le propos, notamment médiatique, c'est ça le but. Alors, incroyable, on devrait te laisser seul devant la caméra plus souvent parce que je trouvais que c'était... c'est gentil. C'était parfait. Et tu devrais lancer une chaîne Twitch, même si je suppose que tu as déjà assez. En ce moment dans la vie. Mais pour moi, vraie question par rapport à la désobéissance civile de ce que tu venais de dire, c'est... Moi, je peux pas m'empêcher de penser que, par exemple, quand on se colle la main ou qu'on se met en travers de la route au Gothard pendant le week-end de Pâques, comme il y a eu... c'était l'année passée, je suis en soutien avec la cause des personnes qui font ça. Par contre, sur la question stratégique, je suis pas certain que ce soit extrêmement bien parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de backlash parce que il y a tout le monde qui se représente en fait, non pas en tant que les personnes qui bloquent, mais en tant que les personnes qui se retrouvent dans des bouchons à cause de gens qui bloquent. Et que du coup, à cause notamment de l'atmosphère anti-écolo qu'il y a aujourd'hui, avec ce genre de pratique,
j'ai un peu peur que ça desserve la cause. Eh ben, je suis complètement... Alors, d'accord, dans le sens, c'est aussi un questionnement que j'ai. J'ai discuté vraiment avec des mecs qui ont des doctorats, qui sont professeurs à l'Uni, qui, eux, sont très partagés. Parce que tu as vraiment, genre, ce truc, est-ce que ça dessert la cause ? Parce que est-ce qu'en générant de la frustration chez les personnes qui souffrent de ces actions, donc qui sont bloquées sur une route, etc., ça va renforcer le truc anti-écologiste ? Est-ce que finalement, vraiment, politiquement, ça a un impact ? Ça reste à prouver. Je pense que peut-être on n'a pas encore assez de recul, parce qu'on sait que dans la désobéissance civile, historiquement, il y a eu des effets, mais des fois, c'est sur des 10, 15, 20 ans, en fait, que vraiment on a vu les... Donc je pense qu'il est trop tôt pour le dire, et qu'on peut se positionner des deux côtés, c'est-à-dire que je pense pas que ça sensibilise les gens qui sont impactés directement, clairement pas. Et d'un côté, je suis pas sûre que vraiment il y a une pression politique qui est suffisante, donc... Ouais, moi-même je suis partagée, hein. Vraiment je suis partagée. Mais parce que pour faire un parallèle ou une comparaison et qui est qui est pas du tout solide, hein, mais c'est une réflexion qui vient de me venir parce que mon cerveau tourne à 1000 à l'heure. Attends, tu vas faire le point Godwin maintenant ou quoi ? Non. Par exemple, quand mon chat... Non, si par exemple, au 19e siècle, au moment où il y avait des personnes qui voulaient interdire le travail des enfants, une de leurs actions phares était de bloquer l'entrée des mines pour empêcher les travailleurs mineurs, en dessous de 18 ans, d'accéder à la mine. Est-ce que ça aurait pas été un contre son camp parce que en fait dans cette situation-là, les familles et donc les enfants eux-mêmes avaient besoin de ramener cet argent et que du coup ils auraient plus été contre les personnes qui leur bloquaient l'accès à la mine plutôt que contre les bourgeois, les capitalistes, les propriétaires de mines qui les employaient. Et du coup l'action qui aurait été bonne, c'est quoi ? C'est de faire sauter la mine. Non. Non, c'est l'organisation des ouvriers et des ouvrières en syndicat afin de faire pression en faisant grève ou en faisant élire des représentants et représentantes dans les parlements. Et du coup, j'ai coupé, c'était à toi la question. Non, mais il y a des questions très intéressantes en fait dans le chat. Et tu t'en fous de la mienne ? Non, parce que je pense que tout se rejoint, donc on va pouvoir un peu faire des parallèles. Quels exemples ? Alors, je ne sais pas si on peut remonter, mais il demandait quels exemples de désobéissance civile efficace dans l'histoire. Et je pense qu'il y en a énormément en fait. Et ce serait bon peut-être d'en citer une ou deux pour voir si dans le cas que tu viens de mentionner, en fait ça a été efficace. Parce que c'est vrai que moi, vous avez plus de culture que moi là-dessus, mais dans les exemples de désobéissance civile, c'était plutôt des choses... on va dire de guerre civile, quoi, de personnes qui cassaient tout, je sais pas, les suffragettes pour les droits de vote des femmes. Elles ont pas été bloquées un magasin de string, elles ont été dans la rue, tu vois. Donc, ouais. Et leurs actes de désobéissance civile étaient visés contre les hommes, et principalement les hommes qui étaient parlementaires. Leurs actes de désobéissance civile n'étaient pas ciblés contre les autres femmes, principalement. Et c'est là où, évidemment que pour la cause écolo, c'est plus compliqué parce que tout le monde est concerné par la cause écolo, mais dans ce genre d'exemple de désobéissance civile, à chaque fois, selon mes connaissances, et peut-être que quelqu'un de plus éduqué là-dessus pourrait me dire le contraire, mais de ce que je sais, les suffragettes n'actaient pas contre les femmes. Ou ne... En vrai, c'est sûr que tu as eu des actions mais en vrai, on le voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand t'as des féministes, qu'elles soient Radfem, qu'elles soient Madfem, qu'elles soient Libfem, tout ce que tu veux, Nemesis par exemple, c'est des femmes. On a vu dans les manifestations il y a quelques années, quand il y avait des grandes manifestations MeToo, où tu avais à Paris, ça avait fait beaucoup de bruit, où Stern, elle s'appelle Marguerite, Marguerite Stern, qui aujourd'hui part en couille totale, mais qui à l'époque était dans des... ça partait déjà en couille, mais dans le sens où elles se sont fait balancer des œufs par des autres féministes. En mode, vous êtes les teurs, vous êtes les transphobes, cassez-vous. Et du coup, des fois, tu dois faire barrage aussi à ce que tu peux appeler un contre son camp. Et là, tu as l'opposé de la lutte qui se frotte les mains. T'avais tous les droitards qui étaient là à regarder. C'est génial. Il y a des féministes qui se foutent sur la gueule de féministes qui font aucune différence entre féministes d'un côté, féministes de l'autre, comme ci, comme ça, construction du courant, tout ce que tu veux, et qui juste sont là à regarder
et c'est un contre leur camp. Et je pense que ça s'est passé, j'ai aucune connaissance, mais je pense que ça s'est passé aussi avec les suffragettes. En Suisse, on le voit avec le droit de vote. Pour le droit de vote, quand le droit de vote a été concédé aux femmes, t'avais des femmes qui étaient contre. Elles pouvaient pas voter, hein, pour le coup, mais quand tu es allé dans la rue leur demander, elles étaient contre. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand tu as une femme qui essaie de défendre ses droits, qui est en face d'une autre femme qui est complètement matrixée par le discours dominant? Bah, ce qui se passe, je pense qu'il y a eu des échauffourades. Hein. Je pense pas que tout le monde était ensemble, à mon avis. Et puis, je suis désolée, mais il y a un autre commentaire hyper intéressant qui dit « D'un point de vue de santé publique, tu ne crois pas que ces gens sont également responsables d'empirer l'éco-anxiété chez les jeunes ?» Je sais pas ce que vous auriez envie de répondre à ça, mais moi, sincèrement, j'ai envie de dire, il n'y a pas assez d'éco-anxiété. Genre dans le sens, c'est ça qui va mener à la mobilisation, et je trouve que d'une manière générale, on se rend pas suffisamment globalement compte de ce qui se passe, et c'est bien là le problème. Donc je pense pas qu'on peut accuser la désobéissance civile d'empirer l'éco-anxiété. Je pense que l'éco-anxiété, elle est là pour une raison. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire écho, attends, je vais juste avec ça parce que sinon je vais pas m'en souvenir. J'avais une fois passé sur un article que je ne serais incapable de retrouver aujourd'hui, qui était une critique de l'éco-anxiété justement, comme quoi ce serait un truc de blanc, de petits blancs, genre de cette génération de gauchos européens qui ne veulent plus faire d'enfants et qui sont éco-anxieux machin et tout, et que c'était complètement éloigné des préoccupations des jeunes de manière globale dans le monde. Et cet article sur lequel j'étais tombé, je sais pas ce que ça vaut, mais disait que non, l'éco-anxiété, en fait, il y a beaucoup plus de jeunes qui subissent de l'éco-anxiété qui ne sont pas du tout des occidentaux blancs et tout, et que c'est un truc donc ça rejoint ce que tu dis en fait, que ici en Suisse on a l'impression qu'il y a toute une génération qui est bousillée, qui veut plus faire d'enfants et tout, alors que j'avais pris l'exemple des Maldives quand on parlait avant. J'imagine pas ce que c'est d'être un jeune aux Maldives aujourd'hui. Je crois que dans cette étude, les pires, c'était genre les Philippines. C'était toi qui m'en avais parlé ou quoi? Ouais. Le pire, c'était, je crois, les Philippines sur l'éco-anxiété, parce qu'en fait, ça leur saute à la gueule, en étant une nation insulaire, que c'est un petit peu chaud. Et en plus de ça, il y a aussi, il y a plein d'autres problématiques écologiques aux Philippines, mais c'était hyper intéressant pour montrer que l'éco-anxiété, ça n'était absolument pas un problème de petit occidental blanc privilégié, mais qu'au contraire, tu avais d'autres groupes sociaux dans d'autres pays qui, comme ils étaient déjà confrontés à ces problématiques, vivaient l'éco-anxiété. Mais si je peux me permettre de pousser une gueulée sur l'éco-anxiété, je vais le faire. Okay. Regarde, il y a quelqu'un qui est d'accord avec toi. Regarde le dernier com. Non mais pardon, c'est du bullshit l'éco-anxiété. C'est juste une manière de psychologiser et pathologiser les sujets politiques. Totalement. C'est là où je voulais en venir. C'est que l'éco-anxiété, pour moi, ça rentre totalement dans la grille d'analyse des journalistes actuels qui aiment bien parler de l'augmentation, je sais pas moi, de la dépression, des burn-out, ce genre de choses, parce que c'est des choses qui sont plus analysées, alors qu'elles pourraient être analysées d'un point de vue social et politique, mais qui, dans les journaux et par les spécialistes, sont analysées d'un point de vue individuel. Et que du coup, pour répondre au burn-out, par exemple, on va te mettre des petites boules rebondissantes à ton bureau au lieu d'une chaise, et on va te mettre des happiness managers. Alors que la vraie question du burn-out... C'est le bureau qui se lève. Non, c'est la question du temps de travail, du niveau de salaire et de la précarité des travailleuses et des travailleurs. Et par rapport à l'éco-anxiété, moi, ce que je n'aime pas du tout par rapport à ça, c'est que pour moi, il ne faut pas plus d'éco-anxiété, il en faut beaucoup bien moins, mais au contraire, il faut de l'éco-rage, de l'éco-colère, et que ça n'est capable que par un seul moyen, c'est par la construction d'organisations qui proposent un projet de société autre qui fasse rêver. Parce que pour l'instant, ce qui produit l'éco-anxiété, c'est qu'on sait qu'on est dans la merde, mais il n'y a personne pour nous proposer quelque chose de mieux. Et c'est ça le problème. Et c'est ça ce que, avant, au XXe siècle, je suis désolé d'y revenir, mais les syndicalistes et les mouvements de gauche, ils avaient une proposition d'autres sociétés. Et c'est ça ce qui créait pas une anxiété, mais une volonté, une puissance de volonté. Can I get a hallelujah? Quelle indignité. Yeah. Je crois que c'est... Merci. C'est pas le bon. Mais oui, 100% d'accord. En fait, j'ai dit il faut plus d'éco-anxiété. C'est pas vrai parce que l'anxiété, elle est immobilisante. Et c'est pas vrai. Il faut pas qu'on soit immobilisé. Donc éco-rage, je valide le terme. C'est ça qu'il nous faut en fait, c'est la rage. C'est ça. Yes. Et donc, il faut aussi, au lieu de
rabâcher à longueur de journée les analyses du GIEC qui sont nécessaires. Hein. Je critique pas le GIEC pour ça, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut dépasser le stade des analyses du GIEC ou du fait qu'on a dépassé les températures moyennes. Et il faut arriver à l'analyse suivante de « Ok, c'est la merde, qu'est-ce qu'on propose ensuite ?» Et il faut proposer plus que juste trier ses déchets, il faut proposer plus que juste taxer les billets d'avion. Il faut proposer un projet de société, et comme tu le disais au tout début, pas uniquement écolo, mais aussi social. Il faut qu'on propose une société globale, et pas juste tofu. Juste une question. Est-ce qu'on peut parler de violence maintenant ou... Oh, mais moi je veux plus parler de violence. Est-ce qu'on peut mettre les Bloody Beetroots, c'est parler de violence? Oh oui. Ça fait trop non, mais longtemps que j'ai pas écouté. ça va nous couper l'enregistrement, je suis désolé. Ça, on peut pas mettre des trucs... Éco-énervé, c'est pas mal aussi. Éco-vénère. Mais est-ce que... question, est-ce que ton compte Instagram, quand on va dessus, on se dit c'est un compte énervé? Non. Non. Que là, t'as l'air beaucoup plus vénère, justement, que les vidéos que tu produis. Est-ce que c'est un but? Est-ce que c'est une direction? Est-ce que c'est réfléchi? Pourquoi? On en parlait avant, hein, forcément, avant de commencer le live. Et clairement, je pense que, comme j'en ai brièvement parlé juste avant, il y a un problème aussi d'assumer, clairement, de te positionner. J'ai une crainte par rapport à ça. Je pense que j'utilise l'humour un petit peu pour me protéger. Mais il y a aussi une volonté vraiment de créer du contenu qui va peut-être être un peu plus diplomate, un peu plus modéré. Pourquoi ? Parce que simplement, je pense pouvoir amasser, en tout cas réunir plus par un langage qui est un peu plus nuancé, tout simplement. C'est un peu une stratégie de me dire ok, en fait c'est d'une expérience personnelle, parce que je vous racontais avant que quand j'ai choisi le nom d'On Bitrachi, j'étais à fond dans le zéro déchet, et la première année de mon engagement un petit peu là-dedans était hyper radicale, mais que axée sur le zéro déchet, donc très comme ça. Et en fait, j'ai réalisé que dans mes discours, j'allais vraiment plus renfermer les gens, que j'arrivais pas à entrer en communication avec eux. Et je me suis dit, putain, c'est fou. Comment est-ce que j'arrive finalement à, dans ma communication, bâtir des ponts, vraiment. Et j'ai l'impression, en tout cas, que par l'humour, par des langages nuancés et tout, je vais plus réussir à entrer par la porte de derrière et peut-être créer des dialogues, en fait. Donc il y a cette volonté de justement rester complètement diplomate, je pense, dans certains discours, et tout d'un coup je pète un petit plomb, puis je suis un petit peu plus hardcore, et tout d'un coup moins, enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc est-ce que c'est réfléchi? Pas vraiment. Pardon, je finis là-dessus. Voilà, est-ce que ça réfléchit? Pas vraiment, mais ouais, je vais au jour le jour un petit peu. Une question personnelle, une question pas personnelle, une question... J'ai 1000 questions. Déjà, personnellement, parce que moi j'étais persuadé de ça. En voyant tes vidéos, vraiment, je le répète, j'étais vraiment persuadé qu'au fond, des fois, je sais pas, quand on voit tes vidéos, on se dit waouh, c'est hyper lisse. Comme je te dis avant, on tombe, on dirait que la DA, c'est... on voit que tu pourrais travailler pour plein d'entreprises. En vrai, moi je me suis dit ça. Je me suis dit, bon bah voilà, t'es vraiment dans ce truc de... À partir du moment où tu remets pas en question le système, à partir du moment où toutes tes critiques tu les mets sur le consommateur et que du coup le consommateur comprend qu'il peut faire quelque chose de mieux, et ben c'est là que les entreprises arrivent, parce qu'ils sont là, genre regarde, j'ai un concept innovant à te proposer, je vais te proposer telle machine qui va transformer ta canette en terreau fertile pour ton basilic qui est sur ton balcon. Voilà, je sais pas, et genre c'est là que les entreprises interviennent, et du coup moi j'étais là vraiment quand on tombe sur ta page, on se dit, voilà, c'est complètement compatible avec ça. Du coup, ça va pour moi dans ce truc hyper vers libre, dans ce truc d'éco-capitalisme. On y va à fond. C'est ce que je m'étais dit. Mais des fois, on voyait des petits moments où, bah là, je vois vraiment genre le fond de ta pensée, le fond de ce que tu as à l'intérieur. Mais du coup, question personnelle, est-ce que des fois, personnellement, c'est difficile de voir où on en est
en ce moment en Suisse dans cette avancée. Quand t'as dit avant que t'es pas calé en politique et tout, mais déjà je pense que c'est pas vrai. Je pense que tu connais déjà beaucoup de choses sur la politique. En Suisse, t'es au courant du bal des lobbies qui se passe à Berne, des entreprises qui sont omniprésentes dans la politique suisse. T'es complètement au courant qu'en Suisse, la démocratie directe est une illusion qu'on fait que de faire perdurer, parce qu'en vrai, c'est les intérêts privés sous couvert des entreprises et des grands riches de ce pays qui dominent, alors du coup, pas la politique directement, semi-directement, ça veut dire par les influences d'opinion. Quand tu vois un petit peu cette machine, ce truc, et que tu vois ton compte qui a beaucoup plus d'abonnés que nous, mais quand même qui reste à 5000 abonnés, quelque chose comme ça, que tu as... Dans 70 abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous à Oui, Trashy sur Instagram. Des fois, quand tu vois la montagne comme ça, personnellement, est-ce que ça te fait... Est-ce que c'est difficile? Et là, j'ai envie que tu dises que c'est difficile, parce que pour nous, des fois, c'est un petit peu difficile. Du coup, dis-le que c'est difficile. Ah, mais non, mais moi, je le vis trop bien parce que j'ai ma commu qui me soutient quoi qu'il arrive. Non, putain. Et crache pas sur les communes, c'est trop bien d'avoir des Je communes. l'ai pas craché, Si, j'ai là. dit que je les aimais. Oui, mais t'as dit avec un ton ironique. Nous, on vous aime réellement sans ton ironique, ok? Qu'est-ce qu'ils disent? Et Mais réponds à la non, question, mais quoi. ouais, réponds à la question et ensuite Personnellement. on en vient là. T'inquiète, c'est noté. Personnellement, Non, vas-y. enfin, réponds à la question. Réponds. Non, dans le sens, si tu veux bien répondre à la question, qu'est-ce que ça te fait personnellement? Soutiens-nous. Ok. Non, sérieusement, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Non, vraiment, quotidiennement, je suis terrassée et j'ai envie de, perdre foi en la race humaine. Genre vraiment, pour moi, je vis dans un délire. J'arrive pas à croire qu'il y a des choses qui se passent. Enfin, j'ai une naïveté et je pense que ça fait partie de mon contenu et de mon image. Parce que quand tu dis voilà que parfois je suis peut-être un petit peu trop à mettre de l'eau dans mon vin et tout, c'est parce qu'il y a une espèce de naïveté bienveillante qui fait vraiment partie de ma personnalité. Et du coup, ça vient aussi du fait que des fois, je suis témoin de choses qui se passent, qui se disent, qui sont votées politiquement. Typiquement, genre, je vous jure qu'à chaque votation, je tombe de haut. Genre, typiquement, je n'arrive pas à croire que des gens votent pour qu'on ait de l'eau pas potable ou pour les pesticides. Je comprends pas comment Contre la c'est possible. santé bientôt. Mais en fait, Contre la pour santé. moi, c'est comme voter oui, on veut le cancer. C'est la même chose, en fait, tu vois. Genre, vraiment, j'ai cette naïveté un petit peu, j'espère, attendrissante. Mais parce que tu le mets sur les individus. T'as l'impression que c'est des individus qui votent, alors que Alors, peut-être que j'ai une moi, naïveté je le mets pas sur les démocratie. individus. Moi, je me dis juste, les entreprises ont encore gagné, et voilà. Alors, C'est une question. Est-ce limite, ça me que rassure. tu penses qu'on vit en démocratie? Bah, en fait, je suis en train de remettre en question On ma a vraiment posé nos micros en mode genre, vas-y. En fait, on a cette utopie de penser. En fait, la Suisse, on est réputé pour avoir une démocratie directe. Et je pense que, ouais, sincèrement, j'y crois vite fait. Mais là, ce soir, bah, c'est en train de remettre ça en question, en fait. Non, Ce sincèrement, soir, pas avant. bah, on vote, on met des bulletins de vote dans un. Genre, Ça, c'est la Oui, mais forme de la démocratie comment est-ce que officielle, tu- bien sûr. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui votent pour leur intérêt personnel. Genre, les agriculteurs, c'est pas qu'ils veulent des pesticides, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour transitionner hors des pesticides. Mais voilà, mais là, t'as un bel exemple d'un ce qui pourrait passer pour un contre son camp, mais qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, quand tu vas étudier les intérêts qu'il y a derrière, le pourquoi, du comment et tout, tu arrives à analyser le fait que les agriculteurs ne sont pas tous personnellement des gros connards. C'est juste qu'ils votent en fonction des conditions qu'on leur laisse. Et ces conditions, elles ne sont pas décidées ni par les agriculteurs, ni par le peuple suisse. C'est un certain nombre d'individus qui ont les moyens et les ressources et le pouvoir qui les met dans ces conditions qui font qu'aujourd'hui, souvent par exemple en ville, on vote contre, souvent tout le temps, en ville, on vote contre les agriculteurs. On vote pas de la même manière qu'en ville qu'en campagne. Parce Tu vois ce que je veux qu'on dire ? vit des réalités qui sont différentes. On vit des réalités qui sont différentes. Oui, mais dans le sens où même les agriculteurs, tu pourrais te dire genre qu'ils votent contre leur camp, mais en fait non, ils votent en fonction des conditions qu'ils ont. Et- Dans le sens... Quoi ? Bah, j'ai envie d'être en désaccord avec toi. Ils votent pas en fonction de leurs conditions. Et il y a une question par rapport à ça. C'est Ils votent pas en sur fonction de leurs l'initiative, conditions matérielles. sur les pesticides, quand la majorité des paysans votent contre, il faut se remettre en question et peut-être considérer que effectivement c'est mauvais pour eux. Bah, je suis pas d'accord parce que les paysans, c'est justement
un métier ultra corporatiste, donc ils échangent énormément entre eux, et le monde paysan, c'est justement un monde qui, spécialement en Suisse, a un lobbyisme des grands agriculteurs et des grands agroalimentaires qui est ultra puissant et qui va aller voir chaque agriculteur l'un après l'autre et qui va essayer de les convaincre que les pesticides, c'est bien pour eux. Donc, par rapport à ta remarque, Fanaglas, je suis pas d'accord. Les agriculteurs sont aussi victimes du lobbyisme des grands agriculteurs. Et c'est d'où ma question à la base sur est-ce qu'on vit réellement en démocratie? C'est que pour moi, c'est avant tout une démocratie de lobbyistes. C'est une gestion de lobbyistes. Et à quel lobbyiste va réussir à avoir le plus grand poids? Parce qu'en réalité, pour les agriculteurs, si on prend les pesticides, oui, dans un marché libre tel qu'il est fait aujourd'hui, avec uniquement 2 acheteurs qui sont Coop et Migros, oui, effectivement, ça les tue si on vote l'initiative pour les pesticides. Par contre, si de nouveau, on a un projet de société plus large, où on dit qu'il y a un prix plancher qu'on fixe pour que chaque litre de lait qu'on achète soit rentable pour l'agriculteur, à ce moment-là, je suis sûr que 90% des agriculteurs seront pour l'initiative des pesticides. En fait, ils se positionnent avec le couteau sous la gorge, en fait. C'est pas une vraie position. Et par influence des lobbies. Et par influence des lobbies. Mais du coup, ils sont tout autant victimes. Et ce discours des gens, des villes qui voient juste les agriculteurs voter à l'opposé d'eux, et que du coup, ce clivage qui est créé, tu vois, c'est comme les clivages en Suisse. Pour moi, les clivages en Suisse, les clivages politiques, il y aurait moyen de faire alliance. Il y aurait moyen de faire alliance entre les villes, avec les campagnes, pareil pour la transition écologique et tout, mais ces clivages sont créés par le système dans lequel on vit et par les gens qui arrivent à s'accaparer de ce système. C'est les gens qui l'ont créé. Moi, je veux voir des rebeux de banlieue sur des putains de tracteurs d'agriculteurs. Oh, récemment, je sais pas ce que ça t'a fait de voir ces images en Europe. Hein. En Suisse, ils ont retourné des panneaux, mais à Bruxelles, je sais pas si t'as vu, les agriculteurs qui débarquent en ville avec leurs tracteurs, les bennes qui chassent le CRS comme ça et tout. Et fun fact, moi j'étais à Madrid, il y avait une manifestation d'agriculteurs dans la ville et j'ai failli rater mon avion et j'étais là, oh là là. Et oui, j'ai pris mon avion. J'ai été, mais on moi peut aussi, le lui faire aussi. Et autant vous donner des likes. Hein. Bah oui, écoutez, je ne suis qu'un être humain. On m'a invité à un événement spécial et je n'ai pas su résister. Voilà. À part ça, là, la thématique des agriculteurs, ça a chauffé le chat. Alors déjà, faire le lien Fanaglas avec j'interdis le voile aux femmes musulmanes parce qu'elles sont sous influence, c'est pas du tout pareil parce que en Suisse, les agriculteurs sont une classe sociale dominante, que tu le veuilles ou non. Ils sont surreprésentés dans les parlements, surreprésentés dans les lobbies. Alors que les femmes musulmanes voilées, je crois pas que ce soit pareil. Non. Pardon, je parle pas à toi, non, je parle choqué par les agriculteurs sont incapables de discernement. J'étais là, non, c'est pas ce qu'on a dit. Je dis pas qu'ils sont incapables de discernement. Je dis que tout le monde est incapable de discernement, ou plutôt que tout le monde est influençable. Oh putain, mais c'est Kay Rubens. C'est un DJ genevois. Kay, ça va? Je t'ai pas vu, pardon. C'est toujours un petit peu le même problème, c'est-à-dire que les agriculteurs ont des contraintes financières. On l'a vu aussi pour, par exemple, il y a eu une votation récemment, genre dernières années, sur optimiser les aménagements pour l'élevage, que les animaux aient un accès à la lumière, à la vie, dans l'herbe, tout ça machin. Et en fait, de nouveau, c'est qu'ils votent non parce qu'ils n'ont pas ensuite le soutien financier pour faire ces aménagements, si je comprends bien. Alors qu'en fait, je pense qu'ils ne seraient pas forcément contre. C'est juste que si on fait des votations, mais qu'eux, ils n'ont pas de soutien et qu'ils sont encore endettés, peut-être des infrastructures qu'ils ont dû mettre en place, je ne peux pas leur en vouloir. Enfin, voilà, c'est... Ouais. C'est ça. Exactement. Et du coup, juste leur demander est-ce que vous êtes pour ou contre les pesticides, ou leur demander juste est-ce que vous êtes pour ou contre les vaches à cornes, ça ne fait pas de sens si la question n'est pas globale. Ouais. Si on n'annule pas la dette de tous les agriculteurs, par exemple. Je suis sûr que si, du jour au lendemain, on annule la dette de tous les agriculteurs, là, comme par hasard, il y a beaucoup plus d'initiatives sur l'agriculture. Pour rebondir à ce qui est écrit là, on ne peut pas dire que les agriculteurs sont une classe dominante et qu'ils sont surreprésentés à Berne, je crois que c'est un peu ça.
totalement d'accord sur le fait que l'UDC fédéral ne représente absolument pas l'intérêt des agriculteurs, parce que l'UDC fédéral, c'est uniquement une immense blague néolibérale qui n'a aucun sens par rapport aux agriculteurs. Et puis, de dire... Alors, par contre, Robin, je viens à ta défense. Hein. Avant, tu comparais la représentation des agriculteurs avec la représentation des femmes musulmanes voilées. Je crois que ça tient quand même. Même si, effectivement, l'UDC, en aucun cas... Et d'ailleurs, je vais finir ma phrase, l'UDC fédéral défend l'intérêt des agriculteurs, ça c'est sûr que non, mais par contre, l'UDC, comme on l'a déjà expliqué on l'a déjà dit dans d'anciens lives, l'UDC joue sur ses représentations au niveau cantonal et communal pour se faire passer par le petit parti d'opposition qui défend les petites gens qui travaillent la terre et qui nourrissent le bon peuple suisse. Mais après, je pense pas que ce qu'on dise jusqu'à maintenant sur les agriculteurs, ça aille à l'encontre de leurs intérêts. Bien au contraire, si tu considères les agriculteurs comme des travailleurs qui sont victimes en première ligne aussi du néolibéralisme et du capitalisme qui règne dans ce pays, je pense pas que ce point de vue-là, tout ce qu'on dit sur les agriculteurs aille à cette encontre. On les voit pas du tout comme, en tout cas moi, et je pense que tu me rejoins, on les voit pas du tout comme les ennemis Non, c'est des dominés en soi, c'est des dominés du marché libéral, c'est des dominés économiques. Totalement, mais je pense que dans ce qu'on a dit, il y a eu confusion. Dominés encore une fois. Dominé. Dominé, c'est de dominer, Ah oui, j'ai c'est mis de un petit dominer. rythme. Ça, c'est mon côté colombien, je suis désolé. Oh là C'est à la gauche de voter pour colombien. capter des voix dans les campagnes, je suis totalement d'accord, tout comme c'est aussi à la gauche de réussir à nouveau récupérer des voix d'ouvriers et d'ouvrières qu'il a trop souvent abandonnées, et sur le fait que c'est un peu paternaliste de dire que les agriculteurs et agricultrices ne votent pas dans leurs propres intérêts. Je dis pas ça que des agriculteurs et agricultrices, je dis ça des ouvriers, des universitaires, des CSP+, de tout ce que vous voulez en fait, à part les bourgeois. Ça, c'est les seuls qui votent dans leurs intérêts. Mais tout le reste... Comme par hasard, les seuls qui ont une conscience de classe. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a quand même eu un bug dans la matrice. Parce que les conditions matérielles d'existence... la 13e rente. La 13e rente... T'étais pour ou contre la 13e rente? Non, attends, je pense que ça fait évidence, je sais pas. T'étais contre la 13e rente? Pardon?